Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Coup d'État. Je suis hyper content de vous retrouver pour aujourd'hui discuter d'un sujet qui est très sexy, très demandé et dont on parle beaucoup dans la communauté Coup d'État, qui est justement comment créer une communauté autour de sa boîte. C'est une conférence que j'ai faite il y a quelques temps déjà, au tout début quand j'ai repris Coup d'État, donc il y a un peu plus d'un an et demi. C'est une des premières conférences que j'ai faites, donc déjà excusez-nous parce que le son n'est pas magnifique. Depuis on a investi dans du matériel et le son est bien mieux aujourd'hui. Mais bon, on pensait vraiment que ce contenu était pertinent et que ce serait cool pour vous de l'écouter, étant donné qu'on n'a pas non plus l'image. Mais par contre, je pense que le contenu s'est rempli de plein de petites expérimentations, de plein de leçons que j'ai apprises dans mes précédentes boîtes et aussi en commençant à créer la communauté Coup d'État, sur ce que ça voulait dire de rassembler des gens autour d'une cause pour les amener à travailler ensemble vers un but commun et potentiellement en faire des clients et un canal d'acquisition pour vous. Donc j'espère que ça va vous plaire et une très bonne écoute. Dans une communauté, ce qui est important, c'est de mettre des limites à votre communauté. C'est de définir qui fait partie de votre communauté et qui n'en fait pas partie. C'est très important parce que ça permet à la fois aux gens qui sont à l'extérieur de ne pas venir s'ils ne sont pas les bienvenus et ça permet surtout aux gens à l'intérieur de comprendre pourquoi ils sont là. Avant de commencer, j'aimerais bien vous connaître un petit peu plus. Donc, qui est déjà venu chez The Family pour une conférence? Ah, qui n'est jamais venu du coup? Bienvenue à vous, bienvenue chez The Family. Nous, on est Coup d'État. Donc, Coup d'État, c'est quoi? C'est une nouvelle boîte qu'on a créée qui reprend un ancien programme d'éducation à l'entrepreneuriat de The Family, justement, et qui a pour but de, grosso modo, vous faire gagner du temps pour que vous puissiez monter votre boîte mieux et plus vite avec les bons outils. Aujourd'hui, on va parler de créer une communauté. C'est un sujet qui est hyper important. Qui pense qu'il a besoin de créer une communauté autour de sa boîte pour que ça marche? Ok. Vous n'avez probablement pas tous raison. Il y a des boîtes qui marchent sans communauté. Par contre, c'est hyper sexy d'avoir une communauté. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un peu le Graal de l'entrepreneuriat, la communauté. On voit tous ces gens qui se battent pour une boîte, on voit tous ces gens qui veulent vraiment donner d'eux-mêmes, qui vont bosser gratuitement. Il y a plein de choses qu'on peut tirer d'une communauté. Ce soir, on va voir comment on peut recréer un peu cet effet-là et voir quelles sont les règles qui font qu'une communauté marche, parce que ce n'est pas magique. Qu'est-ce que c'est qu'une communauté? Une communauté, c'est un groupe de gens qui ont à cœur le bien-être des autres qui font partie du même groupe de gens. C'est hyper important et si je suis là aujourd'hui et que je vous parle de tout ça, c'est parce que j'étais dans une boîte qui s'appelait Menu Next Door. J'étais le CPO d'une boîte. Ça s'appelait Menu Next Door. Menu Next Door, c'était quoi? C'était des particuliers ou des professionnels qui cuisinaient des plats chez eux et d'autres gens qui venaient prendre des plats à emporter, les mêmes plats à emporter. Ce qui était fou avec Menu Next Door, c'est que il y avait une communauté gigantesque qui était hyper attachée à ce produit, à un tel point qu'un jour on a envoyé un questionnaire en leur demandant qu'est-ce que vous feriez si Menu Next Door fermait ses portes. Une des 4 réponses c'est j'irai manifester et 70% des gens ont répondu j'irai manifester. Peut-être que je vous raconterai l'histoire tout à l'heure de le moment où c'est vraiment arrivé. Pour moi, créer une communauté, ça passe par 2 parties. La première partie, c'est trouver ses premiers membres. Et la deuxième partie, c'est les engager suffisamment pour qu'ils deviennent vos ambassadeurs et qu'ils trouvent les membres suivants pour vous. C'est ça qui fait la beauté de la communauté, c'est qu'en fait, vous pouvez faire grossir votre boîte sans même avoir à faire un effort. Bon, l'idée est super belle comme ça, évidemment que vous allez avoir à faire un effort, évidemment que c'est du travail, mais il y a quelques petits trucs que je dois pouvoir vous donner après avoir analysé tout ce qu'on a fait chez Menu Next Door pendant 2 ans, après avoir repris ces règles-là et avoir testé des trucs pour voir quelles petites règles pouvaient marcher. Donc, la première partie, c'est comment on trouve les premiers membres de sa communauté. C'est un problème auquel quasiment tout le monde fait face. Il y a même pas mal de gens qui vont dire que le plus dur, ça va être de trouver ses premiers clients, ses 10 premiers clients, surtout en B2C. Je pense que c'est pas si vrai que ça. Je pense que c'est plutôt possible, c'est faisable. Et
pour ça, je vais vous présenter 2 expériences. On va essayer de rentrer dans le concret, je vais essayer de vous donner des vrais trucs avec lesquels vous pouvez repartir ce soir et vous dire, je vais faire quelque chose de similaire. La première chose que j'ai testée, c'est quand je suis parti de Menu Next Door, ma première idée, c'était en fait de créer un cours en ligne. Un cours en ligne qui permettait aux gens d'apprendre à cuisiner. Donc l'idée, c'était que recette après recette, on apprenne des nouvelles techniques de découpe, de cuisson, etc. et que progressivement, on apprenne à cuisiner. Et ce truc-là, une fois que j'avais eu l'idée, il fallait que je le déploie et que je trouve mes premiers utilisateurs. Et pour ça, j'ai utilisé une des techniques qui marche pour trouver des premiers utilisateurs, c'est d'aller sur une plateforme où les gens qui sont susceptibles d'utiliser mon produit sont rassemblés, là où ils discutent ensemble. J'ai analysé leur discours, j'ai analysé les points, les pain points en fait, de qu'est-ce qu'ils font dans leur vie en fait. Donc j'étais sur le Reddit de cuisine, de cuisine pour les débutants, parce que voilà, je voulais que les gens apprennent à cuisiner. J'ai commencé à observer tout ce qu'ils disaient, et grosso modo, ils disaient bah, c'est galère parce que sur une recette, on peut estimer que c'est facile, c'est écrit facile 20 minutes, et en fait, dans les faits, je mets 1 heure à écrire, à faire ma recette, etc. Et il y avait pas mal de problèmes comme ça. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur ce Reddit-là, j'ai observé, et j'ai fini par publier un message. Ce message, il est là. En gros, j'ai raconté que justement, j'avais travaillé chez Menu Next Door pendant 2 ans. J'ai commencé à leur dire voilà ce que j'observe depuis quelques temps sur le Reddit Cooking for Beginners. C'est un groupe, vous le voyez, du coup c'est 100 000 membres, donc ça fait quand même un sacré nombre. Reddit, c'est une super plateforme si vous voulez commencer. Il y en a d'autres, on va voir ça après. Ça fait plusieurs moments que j'observe. J'ai trouvé que vos pain points, c'est ça, ça et ça. Et moi, je vous propose de les résoudre en faisant ça, ça et ça. Ça a fait 318 upvotes. Ça a cartonné. Pour un Reddit de cette taille-là, c'est un très bon score. Il y a eu beaucoup de commentaires, j'ai eu beaucoup de feedback. J'ai récupéré énormément d'adresses mail de gens qui se sont inscrits sur le service et qui ont commencé à discuter avec moi en one-to-one. Et je leur ai répondu. Et j'ai commencé à les engager. Ce truc-là, cette technique-là pour trouver mes premiers users, je l'ai répété. Je l'ai répété une 2e fois, parce qu'une fois que j'ai arrêté ce projet-là, parce que pour d'autres raisons qu'on évoquera une autre fois, quand j'ai arrêté ce projet-là, je suis parti sur un truc qui était moins axé sur les débutants, mais plus sur les professionnels, donc les gens qui avaient envie de créer leur propre recette de cuisine et qui fassent quelque chose de fou. Donc je suis allé cette fois-ci sur le Reddit de cuisine, donc pas cuisine pour débutants. J'ai recommencé le process, j'ai observé, etc. Et j'ai commencé à relever tous les pain points et j'ai eu mon 2e discours qui était, voilà, ça fait hyper longtemps que je vous suis, que je regarde. J'ai bossé avec des chefs en France et surtout qu'ils sont américains, donc bosser avec des chefs en France, si tu veux, c'est un truc, pour eux, c'était très impressionnant. Donc j'ai bossé avec des chefs en France et j'ai élaboré un site qui vous permet de partager vos propres recettes sans tout le bullshit des autres sites de recettes. Là, on est à 1000 upvotes. 136 commentaires, tous les gens qui commencent à être un peu engagés dans la mission. Parce que, qu'est-ce qui fait la particularité de ce message? Ce qui fait la particularité de ce message, c'est que je prends des problèmes et que je propose de les résoudre. Et en fait, je ne dis pas que proposer de résoudre un problème, c'est la solution à tout. Je leur dis voilà, j'ai ça comme début de piste, j'ai envie de travailler sur ces problèmes-là, j'ai envie de m'attaquer à ce sujet-là, et j'ai besoin de votre aide pour lancer le truc. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que on arrive avec un message qui n'est pas une pub. On arrive avec un message qui est déjà inspirant pour les gens à qui on parle. Et c'est ce qui s'est passé de la même manière pour Menu Next Door. Menu Next Door, à la base, c'est un groupe Facebook. Ça a été créé comme un groupe Facebook dans lequel Nicolas a ajouté 30 de ses potes et il a commencé à raconter une histoire. Il a commencé à raconter l'histoire du premier menu et en fait, ça a fait que à la fois, il a trouvé ses premiers utilisateurs et à la fois, il leur a expliqué quelle était la vision de Menu Next Door sur le premier menu. On va revenir sur ça un petit peu plus tard. Ce qui est intéressant dans cette technique de Menu Next Door, c'est qu'en fait, c'était quasiment que du sales. Donc là où moi j'ai été chercher des communautés en ligne qui parlaient d'un même sujet, qui avaient les mêmes comportements, qui savaient qu'ils appartenaient à cette communauté-là, donc j'ai pas créé ma communauté sur ce coup-là, j'ai juste été chercher des gens qui faisaient partie de celle-ci. Nicolas, lui, il a créé son groupe Facebook, il a ajouté 30 potes dedans, il a commencé à partager des photos dans ce groupe. J'ai des photos de ça, j'ai préparé quelques petites ressources. Ça, c'est les photos qu'il a publiées dans le groupe Facebook pendant le premier jour où il a fait le premier menu de Menu Next Door.
Il a trouvé sa pote, Catherine, qui lui a dit « Moi, je suis chaude de cuisiner pour le premier menu Next Door. Allons à la ferme, prenons des photos, racontons l'histoire sur un groupe Facebook et ça va attirer les gens. » C'est un des éléments fondateurs de la façon dont on crée une communauté. Je vais faire un petit aparté. Quand j'ai écrit cette conf, c'était un petit peu compliqué parce que je ne vais pas pouvoir vous donner une recette chronologique de comment on construit une communauté. Parce que construire une communauté, c'est un mélange de beaucoup de choses qui se font un petit peu instinctivement. Et donc ce que j'essaye de faire dans cette conf, c'est de break down un peu toutes les petites choses qui sont faites au fur et à mesure, mais ça n'est qu'un état d'esprit en général. Et il n'y a pas de bon ordre dans lequel faire les choses, il n'y a que ces 3 grandes parties dont je vous ai parlé, trouver ses membres, les engager, en faire des ambassadeurs. Donc je reviens sur cette histoire. Nico crée le groupe Facebook, il ajoute 30 personnes dedans, 30 de ses potes qu'il connaît très très bien et qui sont susceptibles de commander chez Menu Next Door, ils sont dans la cible potentielle. Il partage ces photos-là sur le groupe tout au long de la journée, il raconte l'histoire. Et après, il finit avec la photo que vous voyez en haut à gauche, qui est une photo de la tarte chèvre épinard qui a été le premier Menu Next Door. Et il dit voilà, c'est 5 €, c'est à venir chercher à emporter chez Catherine à telle adresse, venez nombreux. Il y a 25 personnes qui se pointent, il fait des photos, il raconte encore l'histoire sur le groupe Facebook. Et là, il fait ajouter à tous les membres du groupe Facebook, donc qui sont là sur place avec lui, leurs amis qui sont susceptibles de commander Menu Next Door de nouveau. Et il les force en fait à recommander. Et il leur dit, voilà, tu vois bien que c'est cool comme truc. Si on veut faire quelque chose qui marche, si on veut faire en sorte d'amener ce projet plus loin, je vais avoir besoin de ton aide. Et on revient au message dont je parlais sur les trucs sur Reddit. C'est qu'en fait, on arrive toujours à la même conclusion, c'est qu'à la base, quand vous voulez trouver vos premiers users, si vous voulez en faire une communauté et pas juste des clients, il faut absolument que vous leur passiez un message selon lequel vous avez besoin d'aide. C'est un truc dans How to Make Friends and Influence People, qui est un très bon bouquin sur comment se faire des amis et influencer les gens. Ouais, bon, j'ai pas été chercher très loin. Dans ce bouquin-là, l'auteur, dont je me souviens plus du nom, mais tout le monde se souvient à part moi, visiblement, l'auteur raconte que c'est plus facile d'aller voir quelqu'un et de lui demander de l'aide pour obtenir son amitié ou ses bonnes faveurs, plutôt que de lui proposer son aide. Parce qu'en fait, quand on vient proposer de l'aide à quelqu'un, bah, la personne se sent un peu dévalorisée, parce qu'elle se dit « Ah, mais si elle me propose de l'aide, c'est qu'elle estime que j'ai besoin d'aide, donc en fait, elle ne m'estime pas autant que je devrais l'être. » Là, ce qu'on fait, c'est l'inverse. C'est que si à l'inverse, on vient demander de l'aide à quelqu'un, on lui dit « Écoute, moi, je suis dans une position de vulnérabilité, toi, tu es dans une position de force et j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin que tu fasses un pas vers moi. » Et en faisant ça, la personne se sent valorisée et c'est le truc le plus important. Parce que si une communauté, c'est un endroit où les gens s'occupent du bien-être des uns des autres, une communauté, c'est aussi un endroit au sein duquel les gens doivent se sentir valorisés. Ils doivent se sentir sur un piédestal. C'est ça qui est hyper important. Et quand on vient demander de l'aide, souvent, on va commencer à avoir des gens qui sont intéressés. Et ces gens-là, il va falloir leur parler et les engager. Mais avant ça, là, je vous parle de comment créer une communauté à partir de plateformes existantes. Donc, je vous ai parlé de Reddit. Ce qui marche sur Reddit va marcher sur Facebook, dans les groupes Facebook. Combien de messages vous avez vu dans des groupes Facebook de gens qui font la promo de leur service ou de leur site ou de leurs produits ou de n'importe quoi, qui viennent et qui disent « Voilà, mon service fait ça, point ». La plupart du temps, ça ne marche pas. Il y a peu de likes, à moins que la personne ait une notoriété gigantesque, il y a peu de likes, etc. À l'inverse, les gens qui viennent mettre des messages en disant « Voilà, j'ai analysé ce problème-là, voilà le début de ma réponse à ça et j'ai besoin de votre aide pour avancer », souvent, il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, c'est une technique pour attaquer des groupes Facebook et montrer aux gens que vous avez une mission plutôt que juste quelque chose à leur vendre. Pour ne pas vous taper les fameux commentaires des gens qui vont dire « Ouais, mais c'est encore de la pub, on ne veut pas de la pub dans notre communauté ». Les groupes Facebook, ça marche. Reddit, ça marche. Tous les autres réseaux sociaux, ça peut marcher. Il y a énormément de techniques. Et en fait, là où vous avez de la chance, c'est que des canaux d'acquisition, il y en a 19 en tout. Si vous voulez en savoir plus sur ces canaux d'acquisition, parce que je vais pas faire mon but, c'est pas de faire un cours de marketing digital ce soir. Mais si vous voulez entendre parler ou de ces trucs-là, lisez le bouquin Traction.
Ça s'appelle Traction, How Any Startup Can Achieve Exponential Growth. Malheureusement, c'est un bouquin qui n'est qu'en anglais. Et sur Coup d'État, on a fait le choix de faire du contenu en français. Donc peut-être qu'une nuit, je vais me réveiller et décider de traduire le bouquin. On verra. Mais en tout cas, il va falloir qu'on en fasse des articles. Il va falloir qu'on en parle parce que ça, c'est un vrai truc que vous pouvez utiliser pour trouver vos premiers utilisateurs qui vont former votre communauté. C'est 19 canaux. Nous, avec Menu Next Door, c'était du sales. On allait voir les gens, on faisait du porte-à-porte. On leur disait bonjour, il y a un menu à 2 rues de chez toi demain, est-ce que ça te tente de venir? Ça, c'est du sales pur. Et d'ailleurs, c'est très contre-intuitif sur du B2C. On a l'habitude de faire du sales en B2B. Sur du B2C, ça ne paraît pas hyper logique. Pourtant, on l'a fait et c'est ce qui a fait que ça a cartonné. Si on prend Social Ads, je vous ai parlé des pubs Facebook, je vous ai parlé des groupes Facebook. Les pubs Facebook, ça marche aussi. Vous pouvez avoir le même message de j'ai besoin de votre aide, j'ai une mission et j'ai besoin de l'attention des gens plus que de leur argent à travers une pub Facebook. Vous pouvez aller voir des blogs, vous pouvez aller voir des blogueurs pour trouver les premières personnes. Parce que si vous trouvez un blogueur qui est sensible à votre message de j'ai besoin de ton aide, ce n'est pas une personne dans votre communauté que vous ramenez. C'est une personne avec un mégaphone. Et une personne avec un mégaphone, c'est extrêmement important parce qu'elle ramène plein d'autres personnes. J'écoutais un podcast hier où Sam Altman, qui est le président de Y Combinator, racontait l'histoire de Dominique Ancel, qui est un pâtissier français à New York. Et c'est le gars qui a inventé le cronut. Le cronut, donc c'est un mix entre un croissant et un donut. Et apparemment, c'est super bon. Et depuis le podcast, j'ai très envie de goûter. Ce gars-là invente le cronut. Et il y a un blogueur qui était justement chez lui en train de manger dans sa pâtisserie, quoi. Le blogueur prend le cronut en photo, le poste sur son blog, rentre chez lui, et le soir, il écrit à Dominique Ancel et il lui dit « Bon, écoute, il y a un truc qui est en train de se passer, c'est pas normal, il y a 300% de trafic en plus sur mon site que d'habitude, j'ai fait 140 000 partages sur l'article qui parle du cronut, et demain, attends-toi à ce qu'il y ait du monde dans ta pâtisserie. » Dominique Ancel, c'est un pâtissier, Internet, ça lui parlait pas énormément, et il lui a dit bah écoute mec, je suis content pour toi, bonne nuit. Le lendemain, il y avait une file de 3 km devant la pâtisserie, et son premier réflexe, au lieu de se faire dépasser et d'avoir ça, c'est de prendre soin des gens qui étaient dans la file de ce truc-là. Et il est allé voir les gens un par un, et il leur a offert des chocolats chauds, et il a commencé à connaître les gens un par un, et donc ces gens-là sont venus une première fois, sont revenus une deuxième fois, on les a de nouveau choyés, sont revenus une troisième fois, et ça a créé en fait des power users gigantesques qui sont devenus à leur tour les ambassadeurs de la marque. Ce que je veux dire, la leçon de ça, c'est quoi? C'est que vous pouvez aller voir des blogueurs et leur dire moi ma mission c'est ça, j'ai besoin de ton aide pour faire passer le message, s'il te plaît, grosso modo. Mais vraiment, hein, vraiment, genre ça marche quoi. Genre on sous-estime le pouvoir d'un s'il te plaît et d'une bonne volonté. Combien sont les gens à qui vous allez envoyer des mails, leur dire salut, j'ai ce truc-là, ça me tient vraiment à cœur, c'est important pour moi, est-ce que tu pourrais m'aider à faire ce truc-là? Combien de gens vont vous dire ouais non c'est galère? Alors que si vous venez les voir et que vous leur dites oui bonjour, j'ai besoin de plus de clients pour faire plus d'argent, est-ce que tu peux faire un article sur mon truc? Là vous avez des chances que les gens vous disent non. Mais construire une communauté, c'est être un leader. Et être un leader, c'est être inspirant. Et pour être inspirant, il faut être inspirant au moment où vous touchez la personne que vous voulez toucher. C'est ça le plus important. Mais ensuite, une fois que vous avez ces premières personnes, comment vous faites pour les engager? Une fois que vous avez utilisé l'un de ces 19 canaux pour toucher les premières personnes qui vont être intéressées par votre produit, qui vont être intéressées par votre service, qui vont être intéressées ne serait-ce que par votre mission, ça peut marcher, hein. Vous pouvez juste parler de votre mission. Dans le même podcast, Sam Altman parlait donc d'une des boîtes de Y Combinator qui s'appelle Boom et qui est une société qui veut créer un avion supersonique qui permettrait de faire Los Angeles-New York en 8 fois moins de temps que tous les autres avions. Et il disait qu'en fait, quand Boom a partagé son message pour la première fois sur Internet, donc dans des groupes Facebook, etc., la réception a été gigantesque. Les gens étaient là, genre, putain, mais c'est génial. Et la conclusion de Sam Altman par rapport à ça, c'est que
pour construire une communauté, inspirer les gens et les attirer à bosser avec vous sur votre mission, c'est plus facile de faire une boîte difficile que de faire une boîte facile. Et je trouve ça fascinant, parce que c'est vrai, si vous allez voir les gens et que vous leur dites je veux construire une fusée, vous êtes SpaceX, je veux construire une fusée, si les gens se disent qu'un tant soit peu vous avez les moyens de le faire, la chance pour qu'ils vous suivent est gigantesque. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Évidemment, vous n'allez pas tous construire des avions à réaction qui vont 8 fois plus vite que les autres, ni même des fusées. Mais ce message-là qui inspire les gens au premier contact, vous pouvez l'avoir. Et c'est la base de la création de votre communauté, parce que sans ça, vous n'avez rien. Et tout ce que je vais vous dire par la suite n'aura pas d'intérêt. C'est vraiment la base. Et il faut que vous trouviez un petit groupe de personnes qui va être prêt à vous suivre et que vous allez pouvoir nourrir. Évidemment, ils ne vont pas vous suivre pour toujours. Il va falloir vous en occuper. Mais il faut trouver un petit groupe de personnes. Et quand je dis un petit groupe, c'est vraiment un petit groupe. Et c'est pour ça que je dis que ça peut être à la portée de tout le monde de passer cette première étape. Parce qu'en utilisant l'un de ces trucs-là, en ayant le bon message et en étant vraiment authentique dans ce qu'on raconte et en disant que c'est important pour vous, il y a de fortes chances pour que vous trouviez une dizaine de personnes qui soient intéressées par ce que vous faites. Cette dizaine de personnes, qu'est-ce que vous allez en faire ? Dans une communauté, ce qui est important, c'est de mettre des limites à votre communauté. C'est de définir qui fait partie de votre communauté et qui n'en fait pas partie. C'est très important parce que ça permet à la fois aux gens qui sont à l'extérieur de ne pas venir s'ils ne sont pas les bienvenus et ça permet surtout aux gens à l'intérieur de comprendre pourquoi ils sont là. Et ça va les aider, en tant qu'ambassadeurs plus tard, à faire le choix de qui ils vont laisser rentrer dans la communauté à votre place. Donc ça, c'est très important. Il faut pas voir ça comme un truc d'exclusion. Le but, c'est pas d'exclure des gens de la communauté, c'est plus de créer un safe space au sein duquel les gens qui font partie de la communauté se sentent bien. Et il y a une très légère nuance entre les deux, parce qu'effectivement, ça va impliquer que vous allez probablement virer des gens pour que les autres se sentent bien. Mais le but, c'est pas d'exclure tout le monde. Si vous avez quelqu'un qui est complètement différent des gens qui composent votre communauté actuellement, vous n'allez pas lui dire non nécessairement. Vous pouvez le laisser rentrer et puis voir comment ça se passe. Et puis, si vous voyez que ça commence à être néfaste pour la communauté actuelle, vous n'allez pas le laisser rentrer. Donc la première chose, c'est mettre des limites. Mettez des limites, définissez quelles sont vos valeurs, vous pouvez l'expliciter, ça peut être implicite, et de toute façon, ce qui va compter, c'est vos actions implicites. Vous pouvez faire ce que The Family fait, accrocher votre manifesto à l'entrée, c'est super stylé, ça montre quoi ? Ça montre que The Family, c'est une boîte qui tient à ses valeurs, c'est une boîte qui exprime ce qu'elle pense, ça montre ça. Par contre, ça ne veut pas dire que ce qui est écrit sur le manifesto, c'est appliqué. Ce qui va faire comprendre aux gens que ce qui est écrit sur le manifesto, c'est appliqué, c'est les actions de Family. Et ça, c'est hyper important. Donc, votre but, c'est de créer un safe space au sein duquel les gens se sentent bien. Et pour instaurer ce safe space, il va falloir que vous soyez intransigeant. À partir du moment où c'est vous qui créez votre communauté, c'est vous qui définissez ce qu'elle est. Une très bonne ressource sur ce sujet, c'est le podcast de Reid Hoffman, qui est le fondateur de LinkedIn, qui s'appelle Masters of Scale. Et il y a un épisode où il a invité la fondatrice de Flickr. Donc Flickr qui est une communauté en ligne, donc là on est en plein dedans, une communauté en ligne de partage de photos entre photographes. Donc on est en plein dans la communauté. C'est même pas l'époque du social media où justement les gens viennent faire de la pub pour leurs services, c'est l'époque de la communauté en ligne. Et elle raconte plein d'histoires sur comment elle a fait pour forger la culture de sa communauté, virer les trolls, garder les gens bienveillants, et à quel point le danger était élevé que quand on laisse du mal rentrer au sein de sa communauté, quelque chose qui ne correspond pas et qui est néfaste pour les gens qui sont déjà dans la communauté, c'est hyper insidieux. Il suffit d'un tout petit peu de mal pour qu'ils prennent le dessus sur tout le bien. Alors que l'inverse, c'est pas vrai. Le bien se fait très très vite manger. Et en fait, il faut qu'en tant que leader, vous soyez le garant ou la garante de cette intégrité, de ces valeurs, et de ne pas laisser rentrer les gens qui ne devraient pas rentrer. Et ça, c'est hyper important. Prenez Uber. Uber, on peut dire ce qu'on veut sur eux. Je dis plein de trucs sur eux. Uber, quand tu rentres en tant que chauffeur, tu as un onboarding. Cet onboarding, tu rencontres d'autres chauffeurs.
Ça fait que tu te sens faire partie d'une communauté, on t'explique un peu comment ça marche, comment ton travail va fonctionner. C'est très opérationnel, mais c'est aussi un moment qui est partagé entre les chauffeurs Uber. Qu'est-ce qui se passe chez Uber? Si un chauffeur tombe à 4,5 étoiles de notation en moyenne, il est appelé par Uber, convoqué au bureau d'Uber, et on lui dit, écoute, on va remettre ta note à 4,7. Si tu retombes à 4,5, tu es dehors. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? 1, la personne ne retombe pas à 4,5. Et si elle le fait, elle se fait éjecter. Et la communauté est saine. La communauté est saine parce qu'on a fait un exemple de, voilà, écoute, on t'a prévenu, on a été juste avec toi, t'as pas écouté ce qu'on t'a dit, tu fais pas partie de cette communauté, tu partages pas nos valeurs, t'es pas dans les limites qu'on a fixées pour notre communauté. Au revoir. Ça peut paraître extrême. Ça peut paraître être exclusif, mais c'est nécessaire. D'ailleurs, chez Menu Next Door, on n'a jamais tellement eu ce système-là. Et c'est probablement une grosse partie de ce qui a fait notre échec. Parce que oui, Menu Next Door, maintenant ça n'existe plus, ça a fermé en février dernier. Une des grosses raisons pour laquelle Menu Next Door a échoué, c'est parce que justement notre communauté, elle s'est délitée peu à peu, parce qu'on a fait rentrer des gens qui ne correspondaient pas à ces limites qu'on avait fixées, qui ne correspondaient pas à ces valeurs qui étaient les nôtres, qui ne correspondaient pas aux valeurs des gens qui composaient notre communauté, à qui on était tellement attachés. Et on s'est dit, ouais, mais c'est pas grave, on a un noyau dur de gens qui sont hyper attachés à ce qu'on fait, qui adorent qui on est. On les connaît tous, on connaît les prénoms de leurs enfants, on sait où ils habitent. C'est super bizarre dit comme ça. Mais c'était vrai, on était leurs potes et on avait ce noyau dur hyper fort. Et on s'est rendu compte beaucoup trop tard que ces gens-là, qui étaient notre noyau dur de gens passionnés par ce qu'on faisait chez Menu Next Door, par notre mission, qui avaient envie de nous aider, ils nous ont dit, ouais, mais tu sais, nous, on se déchirait, on essayait de faire des menus de malades qui étaient vraiment pas chers, et à côté, il y avait un mec qui venait et qui faisait une saucisse purée à 12 €. On se sentait plus à notre place. À la base, Menu Next Door, c'était un truc où il y avait que des excellents chefs. Bah, nous, on se sent plus à notre place, donc on n'y est plus. Et on n'a jamais rectifié le tir, et on a perdu notre communauté. Parce qu'une communauté, c'est vivant. C'est que des gens qui composent une communauté, donc il faut être constamment dessus. C'est pour ça que c'est si dur de donner un ordre chronologique. C'est pour ça que c'est si dur de donner une recette sur comment créer une communauté. Parce que c'est un acte de tous les jours. Là, sur Coup d'État. Sur Coup d'État, genre là on sort la nouvelle plateforme demain. Ouh. C'est un accouchement qui est ultra difficile. Parce que là, aujourd'hui, entre la préparation de la conf de ce soir, le code de la plateforme, parce que je code aussi toute la plateforme. Dimitri qui fait la vidéo chez Menu Next Door, qui fait la vidéo pour Coup d'État, il a passé sa journée à faire du montage pour les trailers de la nouvelle plateforme qui va sortir, etc. Il fallait tout faire en même temps. C'était hyper dur. Et j'ai fait le choix que ça a été très difficile, de ne pas répondre à mes mails, ne pas répondre à mon Slack, et en fait ne pas répondre à tous les utilisateurs de Coup d'État qui pouvaient me parler. Et ben franchement, ça me fait super mal. J'ai pas le choix, je le sais, j'ai dû faire ce choix-là, mais ça me fait super mal. Parce que déjà, il y a un truc très personnel qui est que quand les gens m'envoient un mail, qui me parlent de leur boîte et qui me demandent de l'aide, j'ai envie de les aider. C'est pour ça que je fais Coup d'État. Mais surtout parce que laisser un mail en attente 3 jours, ou un message sur Slack en attente 3 heures, c'est déjà beaucoup. C'est déjà envoyer le message de « Ah, bah finalement, je tiens peut-être pas tant à ça que vous. » Et je me dis, c'est dangereux. Et là, bon, ça va, c'est 3 jours. Mais je le ferai pas pendant plus longtemps. Parce que j'ai vraiment besoin de me sentir connecté à cette communauté, que je sais qu'elle n'est pas encore soudée, qu'il n'y a pas encore ces liens d'interconnexion entre les membres de la communauté et qu'il faut le façonner constamment. Il faut le façonner en mettant des limites. Il faut le façonner d'une deuxième manière. Une deuxième chose qui est importante dans une communauté, c'est d'avoir un rite d'initiation. C'est un truc qu'on observe dans les communautés depuis des millénaires, en fait. Genre, les communautés, c'est pas un truc d'entrepreneur. Hein. Il y a des communautés pour tout. Avoir un rite d'initiation, c'est extrêmement important. Parce que pendant ce rite d'initiation, il y a à la fois l'explication de quelles sont les valeurs de la communauté, et il y a surtout, à la fin du rite, le fait de souhaiter la bienvenue à la personne. Le fait de lui dire maintenant, tu fais partie de la communauté. Parce que, mettons, vous faites un de vos 19 canaux d'acquisition, je remontre ça, il n'y a rien.
Vous faites un de vos 19 canaux d'acquisition, vous chopez 20 personnes, vous leur écrivez en one-to-one et vous leur dites salut, merci d'être inscrit sur mon site, c'est super cool, ou alors vous êtes allé les voir en porte-à-porte et vous leur parlez. Et le message que vous leur laissez, c'est ouais, et puis bon, on se tient au courant. Keep in touch. Bah, les gens ils keep pas in touch, hein. Les gens ils attendent pas après vous pour faire leur vie, tu vois. Du coup, bah, il faut être constamment dessus et avoir un rite d'intégration, ça dit aux gens, ça envoie le message inverse de keep in touch, ça envoie le message de bah, maintenant t'en fais partie. Chez Menu Next Door, ce qu'on faisait pour les chefs, c'est que ils avaient un onboarding en physique. Donc ils venaient à l'appart Menu Next Door. Je dis l'appart Menu Next Door parce qu'en fait à l'époque on bossait chez Nico dans son 20 mètres carrés à 5 personnes, dont 2 devs. Heureusement qu'il y avait de la bouffe qui passait constamment parce que sinon ça sentait pas super bon. On était dans l'appart de Nico et toute la journée on avait des chefs qui défilaient, qui venaient avec leurs plats. On prenait les photos de leurs plats, on leur expliquait comment Menu Next Door ça avait été créé, on racontait l'histoire. On leur expliquait, comment il fallait qu'ils fassent leur premier plat, comment il fallait qu'ils accueillent leurs clients, quelles étaient les valeurs de Menu Next Door, la bienveillance, le bien manger, la convivialité, tous ces trucs-là. On leur expliquait vraiment et on finissait toujours par la même chose. Et en tout cas, bienvenue chez Menu Next Door. Et à ce moment-là, vous lisez dans les yeux de la personne qu'elle se sent inclue. Elle se sent inclue dans votre communauté, elle se sent bienvenue. Et vous savez qu'à ce moment-là, elle va probablement tout donner pour vous. Parce qu'elle se sent pas comme... Les chefs, ils ne se sentaient pas comme des clients de Menu Next Door. Ils faisaient partie de l'équipe. Ils faisaient partie de l'équipe parce qu'on les accueillait au bureau n'importe quand. C'est un autre point. C'est un autre point de comment on façonne une communauté. Je ne pensais pas en parler maintenant, mais ça tombe super bien. Une communauté, il faut un temple. Pour créer une communauté solide, il faut un temple, il faut un endroit où on se retrouve. Et si ce n'est pas un endroit, c'est des endroits. Mais un endroit, c'est fort. Regardez où on est là. Là, c'est incroyable. Genre, des fois, je me dis, imagine si j'avais fait coup d'État sans The Family. J'aurais probablement pas fait coup d'État sans The Family déjà. Mais surtout, genre, ce lieu, il est emblématique. Si un jour, il s'avère qu'on doit déménager parce qu'on fait trop d'events et que ça dérange The Family, il va falloir qu'on se mette au niveau pour trouver un lieu qui est propre à celui-là. Le fait est que c'est le lieu de The Family et que c'est un lieu dans lequel les entrepreneurs de The Family, les membres de la communauté de The Family, sont les bienvenus H24. Tout le monde peut venir chez The Family, voir Oussama en train de tapoter sur son ordi pour envoyer des mails, venir le déranger, lui parler. Tous les membres de la communauté de The Family, des entrepreneurs de The Family, sont les bienvenus ici. Parce que c'est un temple. Il y a ce temple, il y a cet endroit où on peut se retrouver. Chez Menu Next Door, on avait notre bureau. Et on avait plusieurs autres endroits qui étaient des endroits emblématiques de Menu Next Door. Pour la petite histoire, en fait, quand je suis arrivé chez Menu Next Door, c'est parce que j'avais arrêté mes études. Je suis venu travailler chez The Family. J'ai passé 2 semaines de stage ici. Et pendant ces 2 semaines, j'ai entendu parler de Nicolas qui faisait Menu Next Door, qui d'ailleurs, il va falloir qu'on invite pour faire un coup d'état talk, ça va être super. J'ai entendu parler de Nicolas, qui créait son groupe Facebook, etc. Je suis monté à Bruxelles sur un coup de tête et je suis resté pendant 2 ans et demi. Quand je suis arrivé, le lieu où Nicolas m'a donné rendez-vous, c'était chez une chef. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça traduit, le fait que son lieu de travail, ce soit chez une chef. Quand je disais tout à l'heure, on savait où ils habitent et on connaissait le nom de leur gosse, c'était vrai. On savait où ils habitaient parce qu'on allait bosser chez eux. Parce que bosser dans l'appart de Nico, c'était intenable et qu'il fallait aller bosser quelque part. Et on était accueillis chez les membres de notre communauté. On était chez eux. J'arrive là, chez Sarah, chez les parents de Sarah, qui était une des toutes premières chefs Menu Next Door. La maison gigantesque, mais gigantesque. Genre la cuisine semi-professionnelle avec un bar en inox. Enfin, genre vraiment le délire. J'étais là, genre, mais ils gagnent bien leur vie à Bruxelles. Ou alors le loyer est vraiment pas cher. Enfin, il y a un truc, c'est cool. J'ai bien fait de bouger de Paris. Et donc je me suis retrouvé dans cette maison-là. Et en fait, très peu de temps après, on a fini par demander à Sarah, écoute, pour rassembler la communauté des clients et des chefs, on aimerait bien faire une soirée quelque part, mais on n'a pas un rond. Est-ce qu'on peut le faire chez toi ? Et en fait, on s'est retrouvés à faire la soirée chez elle. C'était incroyable. Le lieu était fou pour faire une soirée. C'était dingue. C'était trop bien. Et c'est devenu récurrent. En fait, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, on faisait une soirée chez elle.
Quoi, on est des squatteurs, c'est ça? Ouais, on était un peu des squatteurs, mais elle était trop contente. Elle était trop contente parce qu'elle participait à un truc qui était plus grand qu'elle. On avait fait de son lieu de vie le temple de Menu Next Door. Et c'est gigantesque, parce qu'en fait, ce que t'apportes, genre n'importe qui aurait eu un autre état d'esprit serait venu voir Sarah et lui aurait dit, écoute, voilà, aurait cherché un incentive financier, genre, est-ce qu'on peut te payer pour faire une soirée chez toi? Bah nous, on était là, genre, bon, écoute, on sait que tu veux faire comme nous et faire en sorte que Menu Next Door ce soit ouf, aide-nous. Ouais, grave, prenez la baraque, wouh, gros stuff, méga tough, c'était dingue, hein, vraiment, on a fait des belles soirées chez Menu Next Door. Et, et même au-delà, genre là, on parle d'un membre de la communauté. Il y a une petite histoire qui est sympa, c'est que le gros avantage d'une communauté, c'est que ça attire du monde. La preuve, c'est que moi, je suis donc le premier employé de Menu Next Door. J'ai été attiré chez Menu Next Door parce qu'il y avait une communauté qui était en croissance gigantesque. Quand j'ai entendu parler de Nico, il y avait 1000 personnes sur le groupe. Le lendemain, ils sont revenus voir, il y avait 2000 personnes sur le groupe. J'entendais un peu des histoires, des légendes. On viendra à ça après. Mais genre, il y avait ce truc-là. Genre, quand j'ai entendu parler de Nico, on m'a raconté qu'en fait, il était rentré chez The Family après un meet-up à Bruxelles de The Family. Pendant ce meet-up-là, il a été voir les 100 personnes qui étaient dans la salle. Il leur a dit hey, salut, passe-moi ton téléphone. Ils prenaient leur téléphone, ils les mettaient dans le groupe Facebook Menu Next Door en disant tu vas voir, ça va changer ta vie. Il est monté sur scène, il a fait son pitch, il a dit hey, dans la salle, qui est sur Menu Next Door? Levez les deux bras. Pouf, toute la salle lève les deux bras. Il est rentré chez The Family. Moi j'entends ça, j'étais là genre ouais cool tu vois. Genre j'ai envie de faire partie de ce truc là. Et en fait je suis un des premiers membres de la communauté Menu Next Door. Parce que quand vous faites une boîte, c'est pas uniquement vos clients, c'est pas uniquement vos fournisseurs, c'est pas uniquement les gens qui composent votre boîte qui sont votre communauté, c'est aussi vos employés. Et moi je suis un des premiers membres de la communauté Menu Next Door. J'aurais donné ma vie pour cette boîte. D'ailleurs j'ai donné ma vie à cette boîte pendant longtemps. Parce que j'étais convaincu que ce qu'on faisait c'était important et qu'il fallait le faire. Et qu'il fallait être drivé constamment. Et les chefs le comprenaient aussi, parce qu'ils voyaient très bien qu'on passait 18 heures par jour à faire que bosser, et le reste du temps, on dormait. Des fois. Ils le voyaient très bien. Et quand on leur parlait et qu'on leur expliquait ce qu'on faisait pour eux, et ce qu'on faisait pour la communauté, et ce qu'on faisait pour la cause, ils avaient envie d'en faire partie. Je reviens à mon histoire. On est toujours dans l'appart de Nico, on n'a pas de bureau, etc. C'est compliqué. Quand je dis qu'une communauté, ça attire des gens, un jour on cherchait des bureaux. Donc bon, on a pris la première piste qui nous venait à l'esprit. On était dans le centre-ville de Bruxelles et on a été voir en fait les lieux de resto ou de traiteurs, etc. qui étaient à vendre. Donc on commence à regarder les trucs à louer, les trucs à... J'ai oublié le terme, c'est à remettre ou enfin il y a un truc comme ça. Et donc on commence à regarder un peu les lieux qu'on pourrait louer pour avoir un lieu un peu emblématique de Menu Next Door qui soit notre temple. Puis on trouve trop rien, donc finalement des trucs à louer, on finit par rentrer dans les restos qui sont pas du tout à louer et à dire hey, est-ce que vous faites pas faillite pour qu'on puisse reprendre votre bureau? Bon, on a eu pas mal de noms et figurez-vous qu'on a eu des oui. Genre on a eu bien 3 ou 4 oui sur 20 restos dans lesquels on est rentré, genre ah ouais effectivement on veut déménager, est-ce que vous voudriez pas reprendre le truc? Donc on a eu des touches. Et puis il se met à pleuvoir, des cordes, on s'abrite dans un bar, on prend une bière, on est en Belgique. On commence à boire une bière et là Nico nous dit hey, je viens de recevoir un message en anglais d'une meuf qui dit écoutez j'ai vu ce que vous faites avec Menu Next Door, je trouve ça trop cool, j'ai un appart dans le centre de Bruxelles, est-ce que vous voudriez pas organiser des soirées chez moi? Et on la connaissait ni d'Ève ni d'Adam, on savait pas qui c'était et on fait ouais c'est quoi l'adresse? 11 rue de Villers. Mais c'est à 20 minutes, on est là dans 20 minutes 20 minutes plus tard on débarque chez elle. C'était la fille d'un ambassadeur de je sais pas quoi, elle était anglaise. Et elle était là, et en fait, après une négociation plutôt facile, on a fini par en faire nos bureaux, et on était chez elle. C'est devenu notre temple. Pourquoi? Parce que Menu Next Door, ça faisait tellement de bruit que les gens étaient attirés. Elle a été attirée, elle a vu ce truc qui grossissait, elle a vu cette cause auquel tant de gens étaient rattachés. Les gens arrêtaient pas de s'ajouter. Genre... Un petit hack, un petit hack. J'aime pas trop le mot hack, ça fait comme si on était malin alors que finalement on n'était pas tant que ça. Quand on avait des chefs Menu Next Door qui rentraient sur la plateforme, pendant l'onboarding, je vous dis, on leur racontait les valeurs de Menu Next Door, comment ça allait marcher, etc. Il y avait un autre truc qu'on faisait. C'est qu'on faisait la même chose que Nico a fait pendant la conf à Bruxelles. On prenait leur téléphone et on leur disait bon écoute, ajoute tous tes amis dans le groupe Facebook.
Tu m'étonnes que le groupe Facebook il grossissait vite. Genre ça marchait super bien. Et en fait, on avait des effets incroyables. Genre on allait voir des gens dans des conférences ou des meet-up ou des trucs comme ça, tu vois. Et on allait voir les gens et ils disaient oh, vous me faites chier avec votre truc menu next door. Ça fait 7 fois que je me barre du groupe et 7 fois que quelqu'un d'autre de différent me rajoute dans le groupe. Il y en a marre, on n'entend parler que de vous pendant ce temps-là. Et nous on était là genre bah ouais, c'est exactement le point. Genre il faut qu'on entende parler que de nous. C'est hyper important. C'est ce qu'on essaie de reproduire avec Coup d'État en ce moment. On poste des vidéos d'Oussama à l'appel, des petits trucs pour que les réseaux sociaux soient inondés de Coup d'État et que les gens qui sont abonnés et qui aiment bien se disent ah bah ouais, c'est ma source d'inspiration principale. Parce qu'on pense vraiment qu'on a une cause. Notre cause, c'est aider les gens à monter des boîtes dont ils sont fiers. C'est une cause à laquelle je suis énormément attaché et j'ai aucune honte à être constamment en train de marteler le message qu'on veut aider des gens à monter des boîtes dont ils sont fiers. Ça me dérange pas le moins du monde. Et tous les jours, j'ai des gens qui viennent me proposer leur aide. L'autre jour, il y a Mathieu Leroy, je donne son nom parce que je trouve ça trop cool ce qu'il a fait, qui vient me voir et qui me dit hey, écoute, tu sais, je suis dev, je suis chaud de dev gratos pour Coup d'État. Parce que j'ai envie de faire partie du truc. J'ai envie d'être entouré de gens qui font des choses. J'ai envie d'être inspiré par ce que vous faites. Vous en connaissez beaucoup des gens qui vous proposent de dev gratos pour vous? Bah moi non plus, hein. Et c'est la première fois. J'étais comme un ouf. J'étais là genre putain, trop stylé. Et qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là quand quelqu'un te propose son aide? Bah tu l'acceptes. Parce qu'en acceptant l'aide de quelqu'un, tu le valorises. Et tu le valorises au sein de cette communauté. Et c'est hyper important. Et ce qui est fou, c'est qu'après, ça fait des histoires. Et on arrive au point suivant. C'est que pour créer une communauté, il faut des histoires. Des histoires qui sont presque des légendes. Chez The Family, je ne connais pas un seul entrepreneur qui ne connaisse pas l'histoire de comment a été créé The Family. Chez Menu Next Door, il n'y avait pas un seul chef qui ne savait pas comment Menu Next Door avait été créé. Parce que la première histoire que vous devez écrire, c'est l'histoire de votre fondation. Tout à l'heure, je montrais comment faire. Un petit peu, je vous donnais des exemples. Je parlais de Reddit, je parlais des groupes Facebook, je vous disais utiliser un des 19 canaux d'acquisition. À ce moment-là, si vous voulez créer une communauté, gardez une trace de tout ce que vous faites. C'est extrêmement important. Là, vous voyez, j'ai des screenshots de ce truc-là. C'est des screenshots qui ne datent pas d'aujourd'hui, c'est des screenshots qui datent de l'époque. Parce qu'à l'époque, je savais qu'en créant ce truc-là, il fallait que je garde une trace. Si on a tant de photos du premier jour de Menu Next Door, c'est parce qu'on est capable de raconter l'histoire. C'était pour pouvoir être capable de raconter l'histoire plus tard. C'est hyper important de garder une trace de tout ce que vous faites parce que ça va devenir la légende de comment a été créé votre truc. Il vous faut d'autres histoires. Il y a d'autres histoires qui vont s'écrire. Ces histoires, elles s'écrivent qu'en prenant les opportunités qui vous sont proposées par les membres de votre communauté. C'est cette histoire de la meuf anglaise qui nous propose un appart. D'ailleurs, on s'est fait virer de l'appart parce qu'on a fait une méga teuf, mais genre énorme, avec que des chefs. Bon, je raconte l'histoire parce que c'est une bonne histoire. En gros, on organise une soirée où justement on voulait faire un onboarding de chefs. On voulait faire un onboarding et pour ça, on s'est dit on va faire un dîner des chefs. On va inviter tous nos meilleurs chefs, les anciens, les seniors, ceux qui sont là depuis le début, qui sont accrochés comme ça, notre noyau dur de notre communauté. On va inviter 20 nouveaux chefs qui veulent rentrer sur le Menu Next Door. On va leur faire leur séance d'onboarding et après on fait un méga dîner. On fait la séance d'onboarding, on commence le dîner. J'ai dormi là sur place avec Nico. Le lendemain matin, je me réveille, genre ça va et tout. Et en fait, ça sonne. Et donc, je vais à la sonnette. Et là, j'ai un flash de la veille et je revois Mathieu, qui était notre CFO, donc notre troisième associé, qui me dit surtout demain, si ça sonne, tu n'ouvres pas, c'est le proprio, il n'a pas le droit de rentrer. Et là, je vois Nico qui est en train de partir à la porte et je fais genre non, surtout, n'ouvre pas. Oui, bonjour. Oui, vous pouvez rentrer, bien sûr. Ah. Et donc le mec arrive, l'apocalypse quoi. On avait trouvé pendant la soirée une bougie en forme de god sur une armoire. Et donc on avait pris des photos Polaroid avec le god, machin, enfin, c'était marrant. C'est l'humour de chef quoi. et donc le mec arrive, l'apocalypse, et au milieu de l'apocalypse, le god posé par terre. Et le chat de Victoria qui se frotte comme ça au god. Et le mec, qui était donc le proprio de l'appart, on ne le savait pas qu'il y avait un proprio, on pensait que c'était elle, dit « Mais il y a un chat dans l'appart ?» Et on fait genre
Quoi, sur ton seul problème, c'est le chat là? Les animaux sont interdits? Il dit, ouais, bah ok. Et le mec était avocat. Et donc en fait, il nous a dit, vous avez 2 heures pour tout ranger et je veux plus jamais entendre parler de vous. On a tout rangé en 2 heures et puis on est resté dans l'appart parce qu'on a négocié avec lui, ça s'est bien passé. C'est une histoire. C'est une histoire qu'on a racontée à tous les chefs qui sont rentrés après chez Menu Next Door. Vous imaginez l'effet que ça fait à quelqu'un qui rentre dans votre communauté quand vous racontez une histoire comme celle-là? Ça fait l'effet que les gens ils se disent, ouah, mais moi aussi je veux écrire mon histoire avec eux. Moi aussi je veux faire partie de ce truc-là. Moi aussi je veux faire partie de ce mouvement. Et c'est comme ça qu'on crée un sentiment d'appartenance dans une communauté. C'est en créant des histoires et en prenant les opportunités qui vous sont offertes. Et, et j'aime même pas les mots. Je suis un peu ému par cette histoire. Alors, elle me touche vraiment, elle est trop bien cette histoire. Donc il y a cette légende, il y a cette histoire, j'ai parlé du temple. Il y a un autre truc qui est important pour créer une communauté et qui va avec ce que je viens de raconter parce que c'est une histoire d'événements chez nous, chez Menu Next Door. C'est les rituels. Dans une communauté, il faut des rituels. Par exemple, là, sur Coup d'État, on va essayer de créer le rituel, d'avoir une conf comme celle-ci, une fois toutes les semaines, avec à chaque fois un entrepreneur différent qui va venir raconter son histoire, raconter les leçons qu'il en a tirées, pour que vous puissiez vous inspirer de ce qu'ils font et retenir des leçons et vous aider à faire des boîtes dont vous serez fiers. On veut créer ce rituel. On va faire des soirées, on va faire des dîners, on va faire plein de choses pour différentes tailles de groupes, pour différents types de people, je vais dire, pour différents types de personnes. Tout ça, c'est des rituels. Un des rituels qu'on avait chez Menu Next Door, je pense que vous l'avez compris, c'était de faire la teuf. C'était un de nos gros rituels. Là, la vidéo que je vous montre, c'est la vidéo des 1 an de Menu Next Door. Bon, j'ai volontairement pas mis la musique parce qu'on aurait passé 3 minutes à tous se dire genre bon, quand est-ce que ça finit? Je vais essayer de meubler pendant la vidéo. En gros, on avait organisé cette soirée parce que c'était les 1 an. On avait un peu ce rituel de, une fois tous les 3 mois, on avait une grosse soirée qu'on organisait pour rassembler la communauté. Il y avait des chefs qui cuisinaient, peu de chefs qui cuisinaient d'ailleurs, ça aussi c'est intéressant. Il y avait peu de chefs qui cuisinaient et en fait on avait tous les clients et tous les chefs qui venaient. Là, ce soir-là, on avait fait, donc c'était pour les 1 an de Menu Next Door, donc c'était une des soirées des 3 mois et c'était une des grosses soirées. On avait des méga barbecues, des chefs qui avaient des filets de saumon gigantesques, des côtes de bœuf de 5 kilos, enfin voilà, c'était obscène. Vous voyez, j'espère que vous n'avez pas trop faim, on va manger après. Et donc on a fait ce truc-là, et en fait, les gens étaient ravis. Parce qu'ils viennent, certes c'est pas parfait, mais ils font partie de quelque chose, ils sentent que ça se construit. Et ça a fini en méga teuf à danser, parce qu'il y avait encore une fois un open bar. Et donc ouais, et voilà, vous voyez là, il fait des discours, il raconte l'histoire de Menu Next Door. Il y a 1 an, on faisait une tarte chèvre épinard. Ah, on la connaît tous cette histoire, ouais, mais il la répète. Pourquoi? Parce que en plus d'être la légende, l'histoire de la création de Menu Next Door, la tarte chèvre épinard c'est un symbole. C'est le symbole de la communauté. Et une communauté, ça a besoin de symboles. Et pour ça, bah, il vous faut des trucs. Ici, chez The Family, le symbole, ça va être le phénix. Ça va être le renard d'Alice. Bon, tout le monde dit qu'Alice, c'est un renard. Si vous avez un jour l'occasion de mettre les mains sur le The Family Diaries, qui est la BD qui a été écrite par Alice pour raconter l'histoire de The Family. J'espère que je pense que ça vous fait penser à quelque chose. Raconter l'histoire de The Family dans une BD, parce que c'est hyper important pour créer une communauté. Alice, elle est dépeinte comme un renard. Et Oussama, c'est un lion, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, voilà, il y a des symboles à une communauté, il y a des histoires et il y a des rituels. Je reviens au rituel. Donc vous avez vu cette vidéo de la soirée, maintenant vous avez un joli carré blanc. Il faut des rituels et il faut que les gens puissent se raccrocher à quelque chose. Ces rituels, ça peut être n'importe quoi. Et surtout, ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, sur différents types de personnes et sur différentes tailles de personnes. Et ça nous amène à un autre point qui est celui des... C'est une très bonne théorie sur comment créer une communauté. Il y a un très bon bouquin qui s'appelle The 7 Principles of Community, un truc comme ça. Non, il s'appelle The Art of Community et il y a 7 principes qui sont ceux que je suis en train de vous énoncer, à peu de choses près, et c'est un bouquin très intéressant. Et en fait, il a une théorie qui parle de inner circles, où en gros, il dit, au sein d'une communauté, il y aura forcément, et si vous voulez que ça marche, il faut qu'il y ait des cercles à l'intérieur de la communauté. Il faut qu'il y ait des groupes au sein de la communauté qui ont des rituels différents les uns des autres et qui vont se parler, et dans lesquels il y a une hiérarchie, un peu quand même.
ou en tout cas, il faut que les gens veuillent rentrer dans ces cercles, même au sein de la communauté. Parce que ça ne suffit pas de rentrer dans la communauté par un rite d'initiation. Il faut ensuite pouvoir évoluer au sein de cette communauté pour avoir envie d'y rester, pour avoir un objectif tout le temps au sein de la communauté. Et si je parle de hiérarchie, il ne doit pas y avoir un inner circle qui est le meilleur. C'est juste qu'il doit y en avoir plein qui donnent envie de rentrer. L'exemple que donne l'auteur, je ne suis pas très doué à retenir les auteurs, l'exemple que donne l'auteur de ce bouquin sur ce principe-là, c'est le cyclisme. Il dit peut-être qu'en cyclisme, va y avoir un groupe de gens qui vont aller rider en montagne. Peut-être qu'il va y avoir un groupe de gens qui vont aller faire des balades en bord de mer. Peut-être qu'il va y avoir un groupe de gens qui se retrouvent tous les jeudis matins à 8h pétantes pour aller faire leur session avant d'aller travailler. Et en fait, tout ça, tous ces petits groupes de gens qui ont des rituels à eux et qui sont un peu indépendants au sein de la communauté des cyclistes, ces groupes-là, on peut vouloir en faire partie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut toujours arriver à repérer en fait qui sont les gens au sein de votre communauté et qui forment des groupes. Pour donner un exemple de ça, chez Coup d'État, on a plusieurs groupes de gens. On a des gens qui sont là exclusivement pour donner des conseils, par exemple. On a des gens qui adorent Coup d'État pour le côté académique, bon, je ne suis pas sûr que ce soit un très bon mot pour Coup d'État, mais pour le côté éducation de Coup d'État, qui adorent le savoir, qui adorent apprendre des choses, et surtout qui adorent expliquer des choses aux autres gens. Et bien cet inner circle-là, on ne peut pas en faire fi. On ne peut pas dire « non, mais vous n'avez rien à voir », parce qu'ils partagent nos valeurs. Ils partagent nos valeurs, ils font partie de la communauté, ils sont dans les limites qu'on a définies, on n'a pas envie de les virer parce qu'ils sont hyper importants. Par contre, il faut qu'on soit conscient qu'ils existent. On est conscient qu'il y a un groupe de gens qui est là que pour éduquer les autres. Comment on fait pour les valoriser et comment on fait pour montrer à d'autres gens qui arrivent qu'ils peuvent rentrer dans ce cercle-là. Et évidemment, je dis comment on fait que c'est compliqué, il faut leur parler, il faut comprendre quelles sont leurs motivations, il faut comprendre quels sont leurs rituels, il faut aussi en faire partie. En tant qu'entrepreneur, si vous voulez créer une communauté, soyez dans tous les rituels qui ont lieu au sein de votre communauté, au moins au début. C'est ouf. Quand vous passez du temps en vrai avec des gens, c'est dingue. Mais genre c'est fou, genre vraiment, il y a des fois où j'étais bloqué complètement, ou même chez Menu Next Door, on était bloqué complètement, on savait pas ce qu'on devait faire pour avancer, quelle était la prochaine étape. On appelait nos 5 chefs préférés, parce que oui, on avait des préférés, ça arrive. On appelait nos 5 chefs préférés, on leur disait hey, thé, gâteau à 16h au bureau, est-ce que vous êtes là? Ils étaient tous là, ils venaient, et on discutait avec eux. Donc à la base, on leur disait voilà, on leur disait un petit truc pour lancer la conversation. Et en fait, au bout d'un moment, quand vous avez un petit groupe de personnes en face de vous, hop, tu te poses au fond de ton fauteuil et tu regardes les gens parler entre eux. Et c'est fascinant. C'est fascinant parce que là où en one-to-one, les gens vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre, ou en tout cas ce qu'ils pensent que vous avez envie d'entendre, donc ils vont vous mentir en fait pour vous faire plaisir, et ben quand ils sont entre eux, ils vont un peu tous se monter le bourrichon et ça peut finir par ouais mais de toute façon chez Menu Next Door les ratings ça marche jamais parce que les gens qui font les saucisses purées ils ont les mêmes ratings que moi, ça me vénère, tu vois. Et ça c'est un insight que tu aurais probablement jamais eu si tu n'avais pas rassemblé 5 personnes au même endroit et que tu leur avais pas parlé. Et il se trouve que c'est juste comprendre les motivations d'un inner circle. C'était nos meilleurs chefs. C'était les chefs qui étaient un peu le haut du panier. Je parlais de la hiérarchie, c'était un peu ça. C'était intéressant. Genre, nos chefs qui ont fait la bouffe pour le nouvel an. On a fait un nouvel an Menu Next Door. Ce que vous avez vu sur la vidéo, c'était à peu près de ce niveau-là. C'était notre premier gros événement. On a fait un nouvel an Menu Next Door. Qui on a appelé? On a appelé Xavier, Sarah et David, qui étaient nos 3 meilleurs chefs, qui faisaient de la bouffe de malade et qui avaient les moyens de cuisiner pour 200 personnes. Ils avaient les moyens de le faire. Vous savez ce qui s'est passé? On a fait une soirée avec eux. On a fait une 2e soirée avec eux. Puis c'était cool, donc on a fait une 3e soirée où c'était eux les chefs. Et après, il y a tous les autres chefs, enfin une partie des autres chefs, ont commencé à dire « Ouais, mais c'est toujours les mêmes que vous invitez à faire la bouffe chez Menu Next Door. » Bam, ambition, ils veulent rentrer dans le cercle. Et pour rentrer dans le cercle, il faut se battre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on leur disait pas
oui, ok, on va te prendre pour la prochaine soirée parce que tu fais un caprice. On leur disait, bah écoute, si tu veux rentrer dans le cercle des chefs qui font bien la bouffe et qui sont capables de faire un nouvel an pour 150 personnes ou 200 personnes, il va falloir que tu taffes. Il va falloir que tu taffes parce qu'aujourd'hui, t'es pas au niveau. Ça, on le faisait bien. Ça, on le faisait très bien chez Menu Next Door. Et ça marchait. Et tu avais d'autres groupes de gens. Tu avais les gens qui voulaient justement pas faire d'événements, mais qui faisaient de la bouffe très terroir, très proche. Tu vois, on avait une grand-mère, Catherine, elle s'appelait. Elle faisait un cassoulet, délire, genre, incroyable. Et elle, son ambition, c'était, j'adore Menu Next Door. Elle parlait un peu comme ça. J'adore Menu Next Door parce que euh, en fait, je comprends très bien qu'il y a plein de gens qui, dans leur vie de tous les jours, n'ont pas le temps de cuisiner des plats qui mettent 6 heures à mijoter. Et moi, comme j'ai tout le temps parce que je suis à la retraite et que je fous rien, et bah, elle disait ça, hein, et que je fous rien, moi, je peux faire des cassoulets pendant 6 heures et ils sont incroyables. Et effectivement, ils étaient incroyables. Et autour d'elle, s'est formé un petit groupe qui faisait partie de la communauté Menu Next Door. Mais c'était un petit groupe. Et ce petit groupe, c'était les gens qui faisaient de la bouffe du terroir. Et il y avait des gens qui voulaient rentrer dans ce groupe-là, mais qui n'étaient pas au niveau. Et il y avait toujours une ambition pour que les gens changent de groupe ou fassent partie de plusieurs groupes différents. Et ça marchait. Et quand je disais il faut taffer et il faut mettre des barrières à l'entrée de ces groupes-là, ça marche pour votre communauté en général. Je reviens un petit peu en arrière sur cette histoire de limites que vous fixez autour de votre communauté et qui sont définies par les valeurs que vous avez dans votre communauté. Il y avait une étude qui avait été faite par des étudiants à Harvard qui montrait qu'en fait, au sein d'une communauté, plus le rite d'entrée était difficile et plus le sentiment d'appartenance était élevé. Ça ne veut pas dire que demain, si vous voulez créer une communauté et que vous avez 10 personnes que vous avez trouvées sur Reddit, il faut leur faire un test où ils doivent ramper dans la boue et manger des serpents. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il faut quand même leur mettre une petite limite. Il faut qu'ils avancent. Il faut qu'ils aient envie de se dépasser pour pouvoir rentrer dans cette communauté. C'est vrai une fois que vous avez quelque chose d'un peu solide. Au début, ça ne va pas être vrai. Mais par contre, avoir un rite de passage, c'est hyper important. Un des trucs qu'on n'a jamais fait chez Menu Next Door et qu'on aurait dû faire, en tout cas j'aurais adoré faire ce truc-là, et dont on a parlé énormément avec nos meilleurs chefs, c'est de faire des journées master chef un peu, où en fait tous les nouveaux chefs qui voulaient rentrer chez Menu Next Door seraient venus, auraient cuisiné toute la journée des plats, avoir des challenges sur différents types de cuisine, etc., pour tester leur niveau en cuisine, leur capacité à réagir au stress, etc., et un jury des meilleurs chefs, qui étaient nos ambassadeurs, qui aurait dit ouais, lui il peut rentrer dans la communauté Menu Next Door ou lui non. Vous vous rendez compte du rite de passage? Les gens qui passent ce truc là, ils sont là pour toujours. Ils se disent bah vas-y, j'ai tellement galéré à rentrer dans ce truc, à moins qu'il y ait un vrai gros problème, je vais jamais partir. Et il y a ce sentiment d'appartenance qui va avec le rite de passage qui est compliqué. Ça c'est très important. Et après, je viens de parler d'ambassadeurs. Je viens de parler d'ambassadeurs et ça va être mon dernier point. Comment tu fais une fois que tu as engagé les gens, une fois que tu as trouvé les premières personnes qui vont constituer ta communauté, une fois que tu leur as parlé en one-to-one, que tu leur as expliqué la mission, que tu les as connectés avec d'autres gens au sein de la communauté pour qu'ils puissent échanger entre eux et qu'il y ait des vrais liens et qu'on arrive à cette définition de la communauté qui est des gens qui tiennent au bien-être des autres gens qui font partie de la communauté. Quand on arrive à ce truc-là, comment on fait pour avoir la magie de la communauté qui grossit toute seule? Il faut que vous ayez des ambassadeurs. Et les ambassadeurs, vous allez les créer en les valorisant. Et valoriser les gens, c'est le meilleur incentive qui soit. Je réinsiste sur ça, j'en ai déjà un petit peu parlé. Mais l'autre jour, je donnais un petit cours accéléré de comment créer une communauté à un de nos entrepreneurs chez The Family. Et il me disait, j'ai des gens qui me contactent, ils me disent qu'ils veulent me voir, ils me disent qu'ils veulent discuter, mais je leur réponds pas parce que je sais pas quoi leur proposer comme incentive pour qu'ils m'aident. Je lui dis, mais mec, le meilleur incentive qui soit, c'est d'accepter leur aide et de leur proposer quelque chose de concret sur lequel ils peuvent t'aider. Parce que ça met les gens sur un piédestal, ça les fait sentir leur appartenance à la cause. Et c'est ça qui est hyper important. Moi aujourd'hui, c'est ce que je vous disais avec Mathieu, le dev là, et j'ai plein de gens qui viennent me voir tous les jours et qui me disent est-ce que je pourrais t'aider sur ça, sur ci, sur mi. J'essaie toujours de trouver une petite place pour Coup d'État, pour que les gens puissent nous aider à construire ce truc.
Parce que de toute façon, aujourd'hui, quoi, on est deux. On est Dimitri et moi à bosser sur Coup d'État. Si on n'accepte pas l'aide de gens extérieurs, on va pas s'en sortir, quoi. Il y a Tom là qui est dans la salle. Tom, tout à l'heure, il se pointe et tout, salut, ça va et tout. Et moi, j'étais en train de finaliser le truc de la conf et en train d'essayer de gérer l'organisation. Enfin, j'avais trop de trucs dans ma tête. J'ai pris Tom et je lui ai fait hey, tu veux pas se ranger les boissons? Et Tom, il est content. T'es content? Ben voilà. Parce que il fait partie de la communauté. Bienvenue dans la communauté, Tom. Merci d'avoir servi les boissons. C'est hyper important. Il faut savoir accepter l'aide des gens et il faut savoir leur en demander. Et en fait, c'est toujours ça. Si vous arrivez à avoir des gens qui croient dans votre projet et à qui vous demandez de l'aide et qui se sentent valorisés parce que vous leur demandez de l'aide pour quelque chose de concret qui va amener la cause plus loin, vous créez une communauté de malades. Merci beaucoup. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. C'est plein d'anecdotes un peu personnelles et de choses qui vous font peut-être résonner aujourd'hui ou peut-être pas. Il faut prendre ce que vous avez à prendre, laisser ce que vous avez à laisser. Mais en tout cas, j'espère que vous avez compris que créer une communauté, ce n'est pas une obligation autour de sa boîte, que par contre, c'est vraiment quelque chose de très puissant quand c'est bien fait et que c'est un travail de fond, que ce n'est pas juste poster un peu sur Instagram, c'est aussi être régulièrement en contact avec ses clients, les comprendre, les aimer aussi. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. Mais en tout cas, voilà, vous avez de quoi faire pour bâtir votre propre communauté autour de votre boîte et j'espère que ça va vous aider. À très vite.